Merci Loïc Hervé. Merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de Haute-Savoie, membre du groupe Union Centriste, vice-président du Sénat. On va bien sûr revenir sur ce séisme, ce coup de tonnerre provoqué hier par Éric Ciotti, qui a donc annoncé au 13h qu'il souhaitait personnellement, lui, faire des alliances avec le Rassemblement national. Comment vous avez réagi en écoutant cette annonce ? Avec une immense tristesse. Vous savez, je suis arrivé dans la vie politique il y a 25 ans, au moment où Charles Millon, dans ma région, a fait un accord avec le Front National pour conserver son poste de président de la région Rhône-Alpes à l'époque. Et en fait, cette clarté qu'on doit avoir vis-à-vis de l'extrême droite, c'est fondateur chez moi, c'est ce que Jacques Chirac a toujours voulu maintenir, et voir un homme seul, au profit des européennes, décider du destin de la droite gaulliste française, avec toute cette très grande et très belle tradition de nos alliés. Moi, je suis un sénateur centriste, vous l'avez rappelé. Oui, ça me rend triste. Ça me rend triste, et ça me rend triste aussi pour l'avenir et le résultat de ces élections législatives. Nous sommes en train de choisir, nous allons choisir une Assemblée nationale pour gouverner le pays, pour soutenir un gouvernement. Et il ne s'agit absolument pas, évidemment, d'aller mélanger nos voix et nos propositions avec Madame Le Pen et M. Bardella. Il n'en est absolument pas question. Mais pour vous, on est dans un tournant à droite ou on est dans une aventure personnelle d'Éric Ciotti ? Il y a toujours eu une tentation chez un certain nombre de responsables politiques de la droite de se dire qu'il faudrait avoir une espèce de continuité entre la droite et puis une droite conservatrice et puis carrément ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite, c'est-à-dire Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen. Et en réalité, si on regarde les choses de cette manière-là, on ne se rend pas compte que en fait, il n'y a, de mon point de vue, aucune continuité. Si vous regardez les propositions du Rassemblement national, sur les sujets, évidemment les sujets qui font la plupart du temps le débat, c'est-à-dire la sécurité, l'immigration, mais au-delà, sur les questions économiques, nous n'avons pas du tout les mêmes conceptions des choses. Le programme du Rassemblement national est un programme très très à gauche en matière économique. Donc s'allier parce qu'ils ont, c'est vrai, gagné les élections européennes, s'allier avec eux pour conserver des circonscriptions est une folie. C'est l'opportunité. Il vaut mieux perdre dans la dignité que gagner dans l'indignité. C'est la fin des LR pour vous ? Non, je ne crois pas, parce que la France a besoin d'un parti de droite classique. On voit bien ici au Sénat qu'avec le groupe Union Centriste, cette majorité qui est un pôle de stabilité pour la République fonctionne. Et donc nous avons besoin d'un parti comme celui-là. Moi, j'ai jamais été... Je ne peux pas me réjouir de ce qui se passe chez les Républicains. Et d'ailleurs, les réactions quasi unanimes des responsables du parti et les Républicains montrent que Éric Ciotti est en fait très isolé. Vous êtes centriste, mais plutôt sur la ligne Hervé Morin, c'est-à-dire une ligne d'alliance avec les Républicains. Oui. D'ailleurs, aux Européennes, vous étiez alliés. Est-ce qu'aujourd'hui, cette alliance est encore possible ? Elle est possible avec les personnes qui ont refusé ce qu'Éric Ciotti a fait. Elle n'est évidemment plus possible à partir du moment où c'est la ligne d'Éric Ciotti qui l'emporterait. Il y a un bureau politique des LR cet après-midi, il y aura une commission d'investiture, c'est ce qui sera déterminant pour leur avenir à eux et pour tout avenir avec le départ d'Éric Ciotti. Évidemment. Il ne peut plus rester à la tête des LR. Mais c'est impossible. Il a annoncé au journal de 13h hier cette alliance sans avoir consulté à aucun moment aucune des instances de son parti. Donc c'est pas lui qui décide c'est pas lui qui décide de l'avenir du parti, c'est pas lui qui décide des alliances et c'est pas lui qui décidera des investitures. Donc il faut regarder les choses de manière totalement calme, mais Éric Ciotti, je pense, sera déposé cet après-midi. C'est impossible qu'il puisse continuer à gouverner seul ce parti-là. Lui justifie cette alliance par une tripartition de la vie politique. Il dit qu'il y a un bloc de gauche, un bloc de droite et un bloc central, un bloc macroniste. Et nous, les LR, on est trop faibles pour peser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Aujourd'hui, on est dans une tripartition de la vie politique ? Autant je suis critique de ce qu'a pu faire ces derniers mois le président de la République, de son omniprésence médiatique, des choix qu'il a pu faire de s'impliquer trop dans cette campagne. Il veut d'ailleurs s'impliquer dans la campagne législative et je pense que c'est une erreur. Pour autant, moi je suis un humaniste de droite. C'est-à-dire que je ne peux pas... c'est vrai qu'il y a ces deux alliances. Il y a une alliance autour de LFI
à gauche et une alliance autour du Rassemblement national à droite. Je ne vois pas comment la droite républicaine ou le centre-droit irait avec ces gens-là. Donc nous devons exister dans le débat politique, peut-être avec des effectifs moindres, peut-être avec de la difficulté, mais c'est la vie politique qui en veut ainsi. Mais on ne peut pas se fondre dans l'extrême droite française. C'est impossible. Mais on est dans une tripartition où aujourd'hui la seule alternative au bloc central, ce sont deux blocs extrêmes, du coup. De fait, on est dans une tripartition. Il n'y a plus de clivage droite-gauche. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Le clivage droite-gauche existe toujours dans ce que les Français ressentent. Mais autant Emmanuel Macron a fait exploser le clivage droite-gauche en 2017, quand il était le président de la République, mais quelque part, Jordan Bardella continue de mettre du trouble dans ce clivage gauche-droite, puisqu'il a un certain nombre de ses propositions qui sont, je le redis, très à gauche, et qui, en fait, mettez de côté les questions immigration et sécurité du RN. Si vous restez seulement sur le terrain économique, leur programme est un programme qui est complètement dingue, y compris en matière de finances publiques. Donc s'ils devaient arriver au pouvoir demain, ils auraient d'énormes difficultés à mettre en œuvre leurs propositions. On va continuer à parler de ce coup de tonnerre à droite, puisqu'on le disait, vous êtes alliés aux Républicains ici au Sénat. Alors quelles conséquences sur la majorité sénatoriale? On voit ça avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour monsieur le sénateur. Et Steve, on va donc revenir avec vous sur ce séisme qui a touché la droite française. On va parler notamment des conséquences ici au Sénat. Les sénateurs LR, ils l'ont appris pendant leur réunion de groupe. Oui, alors c'était juste avant la déclaration du patron des LR. Déjà beaucoup de gens, beaucoup de chapeaux à plumes avaient déjà condamné, rejeté cette initiative. Vous savez, toutes les semaines, ici au Sénat, comme les autres groupes, d'ailleurs, les sénateurs LR se réunissent. Hier, il était question de cette alliance qui avait donc fuité un peu plus tôt dans les pages du Figaro. Premier coup de fusil, on va le voir, des responsables LR avec un communiqué qui est publié juste avant l'intervention d'Éric Ciotti sur TF1. Les sénateurs, les Républicains ont réaffirmé à l'unanimité ce qui doit être la ligne claire et responsable de la droite française, rester elle-même en gardant notre indépendance et notre autonomie. Le projet que porte le RN n'est pas de nature à redresser la France. La démagogie n'a jamais permis de conduire un pays, à la suite de quoi Éric Ciotti prend donc la parole pour confirmer les rumeurs de ralliement. Dans la foulée, Bruno Retailleau entre en scène à notre micro. Voici donc le deuxième coup de fusil. Ce qui est terrible, c'est que je l'ai eu à plusieurs reprises hier au téléphone et je l'ai même rencontré hier et il ne m'en a rien dit. Rien dit. Une famille politique, un parti politique, c'est pas seulement une personne. C'est une histoire, ce sont des militants, ils sont nombreux, ce sont des adhérents, ce sont des élus. Et on ne peut pas prendre en otage toute une famille politique. Bruno Retailleau qui explique donc qu'à aucun moment Éric Ciotti ne l'avait mis au fait de ses intentions. Il l'accuse même d'avoir menti. Et puis on va voir le troisième coup de fusil. C'est le président du Sénat qui l'a tiré. En réunion de groupe, Gérard Larcher déclare la chose suivante. « Je n'avaliserai jamais sous aucun prétexte un accord avec le RN contraire à l'intérêt de la France et à notre histoire ». Dans la même veine, on va voir cette déclaration de Gérard Larcher, déclaration publique sur X, ex-Twitter, à la suite des déclarations d'Éric Ciotti. J'estime qu'il ne peut plus être président de notre mouvement et doit se démettre de son mandat. Autre sortie publique contre Éric Ciotti dans les pages du Figaro. Gérard Larcher et Bruno Retailleau se donnent la main pour en remettre une couche dans une tribune signée avec Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Olivier Marleix ou encore François Baroin. On peut lire la chose suivante. Oui, la France a besoin d'une autre politique. La France a besoin d'un profond changement, mais le pays ne sortira pas de l'impuissance en faisant le choix de l'incompétence, c'est-à-dire donc en faisant le choix du RN, Oriane. Annonce d'Éric Ciotti qui n'a pas seulement secoué Gérard Larcher et Bruno Retailleau, mais l'ensemble des sénateurs LR. Oui, certains ont même décidé de rendre leur carte. 2 sénateurs ont annoncé hier quitter le parti LR. C'est le cas de la sénatrice des Yvelines, Sophie Primas, ancienne présidente de la commission des affaires économiques. Même départ plein d'amertume du côté de Jean-François Husson, rapporteur général du budget. Il quitte les Républicains, mais reste quand même membre du groupe LR au Sénat. La question qui se pose maintenant, Oriane, c'est quelles seront les conséquences de ce séisme sur la majorité sénatoriale. On rappelle que cette majorité est composée jusqu'à aujourd'hui de 133 sénateurs LR et de 57 sénateurs Union centriste. Loïc Hervé, est-ce que vous êtes prêt à accueillir certains, alors vous êtes Union centriste, vous êtes prêt à accueillir certains sénateurs LR en perdition actuellement ?
C'est pas l'objet du débat. Je pense qu'il n'y a pas de mercato spécialement qui soit ouvert. Nous avons un certain nombre de personnes qui, historiquement, étaient plutôt à droite et chez les Républicains qui nous ont rejoints. Je pense notamment à Édouard Courtial, par exemple. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la stabilité de la majorité sénatoriale. Qui est aujourd'hui menacée, selon vous? Non, je crois pas. Je crois pas parce que l'unanimité du vote des sénateurs, les Républicains, démontre qu'ils ont fait preuve de courage avant même la déclaration d'Éric Ciotti, et que, en fonction de ce qui va se passer début juillet, c'est important pour la République, je suis très sérieux quand je dis ça, que nous ayons un pôle de stabilité de cette majorité sénatoriale qui fonctionne. Je suis un proche du président du Sénat, encore plus depuis que je suis vice-président à ses côtés. On a besoin de soutenir Gérard Larcher, et je crois que Gérard Larcher a besoin de Bruno Retailleau d'une part et d'Hervé Marseille d'autre part, et des groupes que ces deux présidents président pour tenir ici une position qui soit une position républicaine dans les mois qui viennent. Je vous assure que... Vous dites pôle de stabilité. Si le RN remporte ces élections législatives, vous dites que le Sénat doit devenir la première force d'opposition au Rassemblement national. Mais évidemment. D'opposition d'une part et de garantie du bon fonctionnement des institutions démocratiques. Vous savez très bien que le Sénat est incontournable en matière de révision constitutionnelle, en matière d'adoption des lois organiques, en matière de fonctionnement du Parlement, en matière de défense des libertés individuelles. J'ai eu une histoire personnelle sur ces questions de liberté individuelle dans les dernières années, donc évidemment qu'on aura un rôle à jouer. Donc, mais est-ce qu'on ne va pas vers un blocage ? Mais si, comment va fonctionner la navette parlementaire avec un RN majoritaire à l'Assemblée et vous ici? On ne va pas anticiper les résultats des législatives, mais il est évident que si le Rassemblement national avait une majorité absolue et qu'il devait mettre en œuvre un certain nombre de ses propositions extrêmement inquiétantes pour le pays, pour les libertés, pour son économie, à ce moment-là, on jouera notre rôle institutionnel et il est hors de question d'être des collaborateurs de cette politique-là. Donc forcément, il y aura, dans le cadre du bicamérisme français, un rôle important pour le Sénat, encore plus important qu'aujourd'hui. Donc il y a un risque de blocage, un risque d'immobilisme. On verra en fonction de vous êtes prêt à jouer le blocage? Mais évidemment, à jouer notre rôle dans le cadre de nos prérogatives, évidemment. Vous imaginez bien qu'on bloquerait des initiatives de modification de la Constitution, par exemple. Ça paraît logique. Pas de réforme de la Constitution, quoi qu'il arrive, même en cas de majorité absolue. Par principe, ça paraît difficile. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une clarification à faire aussi au sein de votre groupe, puisqu'on est à l'heure des clarifications? Comment vous pouvez incarner l'opposition sénatoriale alors que votre président de groupe, Hervé Marseille, a fait campagne aux côtés de Gabriel Attal, aux côtés de la majorité présidentielle? Moi, je suis très à l'aise avec ça. D'abord, on a une totale liberté dans le groupe Union Centriste. C'est d'ailleurs pour ça que les 57 membres sont adhérents de ce groupe au Sénat, une liberté aux européennes. Et d'ailleurs, au soir des européennes, avant même d'avoir ce débat autour de la question Ciotti, moi j'en ai appelé au fait que toutes les personnes qui ne veulent pas de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir s'entendent. Donc, il n'y a aucune difficulté, moi, à travailler avec mon président Hervé Marseille, à ce qu'on trouve des ententes avec Horizon, avec des formations centristes, peut-être avec Renaissance, peut-être avec une partie des Républicains, pour empêcher que notre pays soit gouverné par l'extrême droite. Donc ça, il n'y a pas de difficulté autour de la présidence d'Hervé Marseille. Bien au contraire, il joue un rôle très important, un rôle pivot. Notre groupe joue un rôle pivot. Le président Marseille joue un rôle pivot. Et nous avons besoin de ces personnes qui permettent à des gens de parler entre elles. On aura quelques jours avant le dépôt des candidatures, avant le dépôt des candidatures dimanche, pour trouver les voies et moyens dans ce champ de ceux qui ne veulent pas de l'arrivée du RN au pouvoir, de trouver les voies et moyens d'une entente. Vous allez vous engager dans la campagne ? Même si c'est effectivement une élection législative. Moi, dans mon département, j'ai 6 sortants, 3 qui sont Renaissance, une Horizon et 2 députés LR. Donc, je soutiendrai ces sortants parce que dans l'état actuel des choses, il n'est pas question d'aller faire émerger de nouvelles candidatures, de prendre des circos. On n'est plus du tout dans ce schéma-là.
Mes 6 collègues sont des collègues avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et qui sont comme moi des humanistes. Alors, c'est vrai que c'est un spectre qui est large, mais qui est large dans le cadre du champ républicain. Et moi, ces collègues me vont bien. Il n'est absolument pas temps d'aller chercher d'autres candidatures ailleurs. C'est pas possible avant dimanche. Donc il faut garder ces collègues qui sont des collègues travailleurs et qui sont des collègues qui ont cette fibre humaniste et républicaine qui, moi, me va bien. Vous dites que vous êtes ouvert à travailler avec Renaissance Horizon. Hier, Édouard Philippe, il a tendu la main. Il a appelé justement les LR qui n'étaient pas sur la ligne d'Éric Ciotti, mais aussi tous ceux qui étaient prêts à travailler à la constitution d'un bloc central, à travailler avec lui. Il peut être celui qui incarne justement ce bloc central. C'est derrière lui qu'il faut se ranger pour vous. Mais je crois que Gérard Larcher, Hervé Marseille, Édouard Philippe ont un rôle à jouer très important dans les jours qui viennent pour... Voilà, trouver les moyens de discussion entre des personnes qui, ces dernières années, peut-être n'étaient pas tellement en situation de se parler. Donc évidemment, Édouard Philippe a un rôle à jouer. Il a fait preuve d'ouverture dans les déclarations qui sont les siennes, notamment vis-à-vis des Républicains, puisque Horizon, est essentiellement composé de gens qui viennent des Républicains. Donc je pense qu'on doit entendre cela. Je crois il a dit aussi clairement qu'il souhaitait que le président de la République ne s'implique pas trop dans l'élection législative. Il a raison. Je pense qu'il a raison. Il y aura une conférence de presse tout à l'heure du président. Les déclarations d'Emmanuel Macron sont contre-productives. J'aimerais que ce soit la première et la dernière. Mais oui, parce que le président de la République, il n'a pas compris que l'élection européenne était un référendum contre lui. Donc on va essayer d'éviter que les élections législatives soient un deuxième référendum contre lui. Les élections législatives, on devra répondre à une question. Est-ce qu'on veut du RN ou pas? Parce que c'est pas le nouveau Front populaire qui risque de gouverner le pays. C'est est-ce qu'on veut du RN? La première menace pour vous, c'est le Rassemblement national. Mais enfin, il suffit de regarder les quelques études d'opinion pour se rendre compte que le seul et vrai risque, il est là. Donc, à partir de là, la question, c'est est-ce qu'on veut du RN pour gouverner la France pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou pas? Évidemment, vous avez compris que je suis un opposant ferme à cette perspective. On va continuer à parler de ce sujet. Le temps de remercier Steve. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On reparlera d'Éric Ciotti, évidemment. Et ça fait la une de la presse régionale, ça fait l'actualité chez vous. Et évidemment, Loïc Hervé, on va en Haute-Savoie. Annecy, on retrouve Julien Estrangin. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec nous, directeur des éditions du Dauphiné libéré en Savoie et en Haute-Savoie. Julien, vous allez nous parler des conséquences locales de ce choix d'Éric Ciotti. Mais oui, bonjour à tous, bonjour monsieur le sénateur. Oui, effectivement, aujourd'hui dans nos colonnes, et j'imagine que vous l'avez lu, la plupart des ténors LR de Haute-Savoie sont vent debout contre la décision d'Éric Ciotti, c'est notre une d'ailleurs. Mais moi j'avais une question à vous poser, est-ce que s'il n'y a déjà pas un décalage entre ce qu'on appellerait les grands élus et puis finalement, qu'est-ce que vous entendez vous sur le terrain de la part des maires, des conseillers municipaux? Est-ce que finalement eux, ils ne sont pas déjà dans une autre logique quand ils entendent leurs électeurs qui ont, je le rappelle, voté massivement pour le RN, y compris en Haute-Savoie? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Est-ce que finalement ils vous disent pas, ouais, après tout, allons-y, nous on n'écoute plus ce que nous disent les députés, ce que nous disent les sénateurs, ce que nous disent les grands leaders de nos partis, après tout, allons-y et allons sur cette alliance avec LR. Est-ce que vous entendez ça de la part des maires sur le terrain que vous côtoyez au quotidien, puisque vous en êtes le représentant au Sénat? Alors, première des choses, Julien Estrangin, vous dites les grands ténors de la Haute-Savoie. J'observe quand même qu'un certain nombre de grands élus de Haute-Savoie ne se sont pas exprimés et n'ont pas dit ce qu'ils pensaient de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose d'inquiétant, parce que je pense que face à ce qui se passe dans notre pays, il faut que les choses soient claires. Donc il y a des silences qui pèsent et qui sont des silences extrêmement lourds. Premier élément. J'espère que ça n'augure pas d'autres choses dans les jours qui viennent. Deuxième élément... Pensez à qui? Parce que les ténors de Savoie, c'est des grands élus locaux. Tous les parlementaires ne se sont pas exprimés, d'une part, et le président du conseil départemental ne s'est pas exprimé. Donc, il faut dire les choses clairement, et quand il est président, en plus du parti Les Républicains en Haute-Savoie, moi, ça m'inquiète de ne pas l'entendre s'exprimer. Parce qu'il est habituellement, il s'exprime sur tout un tas de sujets, mais pas sur celui-là. Et ça, c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, je suis en contact privilégié en tant que sénateur avec les élus. Et mon rôle, comme mes collègues, c'est d'entendre ce que les élus locaux ont à dire. Je n'ai pas entendu d'élus
me dire depuis dimanche soir qu'il souhaite une alliance entre le Rassemblement national d'une part et les Républicains d'autre part. Aucun. Par contre, sur le terrain, puisque je suis encore conseiller municipal de Marnat, ma commune, une commune où le RN a fait 43% dimanche, bien sûr que j'entends le ras-le-bol de nos concitoyens, le ras-le-bol fiscal, des questions qui sont liées à l'immigration, à l'identité, à la sécurité. Ça, je l'entends très bien, et je sais très bien que les Européennes ont servi de mode d'expression et aussi ont essayé d'envoyer un énième message au président de la République. Donc ça, je l'entends très bien, et c'est pour ça que moi, à la différence des personnes que j'ai évoquées tout à l'heure, je m'exprime sur les élections européennes, sur ses conséquences et sur l'affaire Ciotti. Parce que je pense que nos concitoyens, ils ont besoin d'entendre des paroles claires, fortes, de la part de leurs représentants. Et après tout, il n'y a pas de mandat impératif possible. Croire que les élus ne sont pas là pour avoir un rôle important vis-à-vis de l'opinion publique, c'est se tromper. On n'est pas là à surfer sur une vague et à attendre de ce que l'opinion publique peut dire. On est là aussi pour dire des choses, entendre des choses. Par exemple, sur la question de l'immigration, au Sénat, on a fait un certain nombre de propositions. Elles ont été annulées par le Conseil constitutionnel, censurées par le Conseil constitutionnel. Donc, le Sénat et la majorité sénatoriale a abordé un certain nombre de sujets difficiles ces derniers temps. Et ça a été le cas au moment de la crise Covid, ça a été le cas au moment des Gilets jaunes, ça a été le cas au moment de la crise agricole. On est ici une maison qui est en dialogue avec la société française. Et donc, moi, j'ai pas de difficulté à aborder des sujets, y compris des sujets difficiles. Et donc, moi, ma position, elle est extrêmement claire, un peu dure, et je pense d'ailleurs que les modérés, dans cette campagne législative, doivent avoir des propositions extrêmement claires, parfois même un peu rudes. Juste une petite précision, les Carmé, parce qu'on sent votre énervement sur le silence de certains des élus de Haute-Savoie. Est-ce que vous pensez qu'il y en a certains qui sont en train de négocier avec le Rassemblement national? Parce que Jordan Bardella a dit qu'il discutait avec des élus LR. Mais c'est vous qui le dites. Mais si c'est le cas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Donc je ne sais pas. Le silence, dans une période... Enfin, on est en train de vivre un bouleversement de la vie politique française. Chacun le dit. Les analystes le disent, le monde politique le dit, etc. Il y a des personnes qui s'expriment et qui disent clairement les choses. Quelque part, Éric Ciotti dit clairement les choses. D'autres, très majoritaires à droite et au centre, disent « nous ne voulons pas de cette alliance ». Que chacun s'exprime clairement avant dimanche sur ce qu'on attend. Et on verra d'ailleurs la liste que le Rassemblement national va publier. Et j'espère qu'en Haute-Savoie, il n'y aura aucune personnalité politique de droite qui se revendiquera du soutien du Rassemblement national. Auquel cas, pour ma part, j'en prendrai, évidemment, j'en tirerai toutes les conséquences. Parce qu'on peut pas... Ça va être lesquelles, du coup? Je sais pas, il y a 6 circonscriptions en Haute-Savoie. Je vous ai dit que pour ma part, je soutiendrais les 6 sortants qui sont dans le champ républicain. Il apparaissait des candidats qui seraient originaires des Républicains et qui bénéficieraient du soutien du Rassemblement national, vous imaginez ce que ça veut dire dans un département qui est un département modéré, Julien Estrangin, vous avez un département historiquement plutôt de centre-droit. Donc moi, j'incarne dans ce département cette tradition de centre-droit, de démocratie chrétienne en Haute-Savoie. Il est hors de question, depuis toute notre histoire, on est en train de commémorer en ce moment la libération de la Haute-Savoie. Hein. Donc il s'agit absolument pas d'aller mettre un orteil à l'extrême droite. Julien, vous avez une autre question? Oui, justement sur la tradition de droite modérée et de démocratie chrétienne que vous incarnez en Haute-Savoie. Je vous ai entendu parler d'immigration à l'instant, mais tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de l'économie, en disant le programme du RN, c'est un programme économique de gauche. Est-ce que vous pensez que c'est l'argument qui doit être utilisé, notamment en Haute-Savoie, dont on connaît le dynamisme économique, pour que les candidats que vous soutenez aillent battre les candidats du RN? Est-ce que ce point économique sur lequel vous avez beaucoup insisté vous paraît fondamental et finalement passer outre les questions d'immigration qui peuvent attirer beaucoup d'électeurs? Oui, je pense que cette question du programme économique et du programme en matière de finances publiques du Rassemblement national est un peu l'angle mort. On en parle très peu. Et quand vous savez que la question à laquelle les Français font face et qui est la première dans les études d'opinion, qui est la question du pouvoir d'achat, il est évident qu'une France qui se rabougrirait
sur elle-même, alors que nous sommes le premier pays européen à attirer des investissements internationaux, alors que nous avons des entreprises, notamment en Haute-Savoie, qui sont des leaders mondiaux, peut avoir des conséquences extrêmement graves. Donc le programme du Rassemblement national, qui est un programme collectiviste, m'inquiète énormément et m'inquiète tout autant que leurs propositions en matière d'immigration et de sécurité. Merci Julien Estrangin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a vu la une du Dauphiné libéré. Ciotti dynamite la droite, c'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Julien. Un dernier mot, on va quitter un peu le champ de la politique, mais on a appris cette nuit la disparition de Françoise Hardy, figure des yéyés, évidemment chanteuse populaire. Loïc Hervé, on a envie de vous demander comment vous réagissez à cette disparition. C'est la génération plutôt de mes parents, hein, puisque Françoise Hardy est partie à l'âge de 80 ans. Voilà, ça fait partie de ces grandes figures de la chanson française, d'une chanson française qui était à l'époque très regardée à l'international. Donc j'essaie de regarder aujourd'hui quelle serait la Françoise Hardy d'aujourd'hui. J'ai pas vraiment de réponse et évidemment je m'incline avec respect devant sa mémoire. Je pense à Jacques Dutronc, je pense à son fils Thomas Dutronc. Voilà, ça fait partie de ces grandes figures. Ça fait quelques grandes figures qui disparaissent ces dernières années. Et voilà, hier soir, ça m'a fait une certaine émotion. Et puis, je trouve qu'elle est très belle et qu'elle a incarné en chanson et aussi à l'écran, voilà, ce qu'est aussi la classe française. Et dans la période actuelle, c'est des choses qui me parlent. Merci Loïc Hervé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On reviendra évidemment dans le club sur cet accord avec Éric Ciotti et le Rassemblement national qui a donc provoqué un séisme à droite. D'abord, on va en parler. On va parler de la gauche avec Stéphane Le Foll qui nous rejoint.